Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se trouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que je vais répondre à vos questions. J'avais prévu donc de faire une interview spéciale il y a déjà un petit peu plus d'un mois. J'ai pris le temps de répertorier toutes les questions que vous m'avez posées. Aujourd'hui je vais y répondre et j'espère que cela vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur mon travail d'auteur et puis de se connaître aussi. Je vais commencer avec les questions d'ordre général. Alors, avec Valentine. Donc Valentine qui me demande comment faites-vous pour avoir autant d'idées et d'inspiration. Il faut savoir que la plupart du temps, je me lève pas avec une idée en particulier en tête. Quand une idée me vient, c'est quelque chose d'assez impulsif, de surprenant. Je peux très bien sentir une odeur et l'instant d'après avoir envie d'écrire un livre en partant de cette odeur. Il y a quelques années par exemple, je me rappelle, je faisais du vélo et j'ai dû passer près d'une maison où quelqu'un devait brûler du plastique dans son jardin. Ça sentait vraiment très fort et j'avais les yeux qui me brûlaient. Et j'ai commencé à imaginer un monde où l'air serait irrespirable et je me suis dit tiens, si j'écrivais une dystopie là-dessus. Alors c'est un travail qui est en cours, pas d'écriture, mais bon, cette histoire a déjà été écrite sous forme de synopsis. Voilà, la plupart du temps, ce sont des flashs, des odeurs. Je suis quelqu'un d'assez sensoriel, donc comme pour Angela, j'avais pas vraiment d'idée en tête. Je voulais depuis longtemps écrire sur les anges, par contre, mais j'avais pas d'histoire en particulier à raconter. Sauf qu'un jour, j'étais en voiture et le hasard a fait qu'il était en train de neiger. J'ai vu un corbeau dans le ciel et j'ai imaginé que ce corbeau pouvait être un ange aux ailes noires. Voilà. Et là m'est venue l'histoire d'un ange déchu et j'ai imaginé l'histoire d'Angela et de Raven. Voilà, un petit peu pour mon inspiration. Valentine me demande aussi, vous êtes constamment sur un nouveau projet avec un nouveau scénario, de nouvelles idées, comment faites-vous ? Eh bien, je dois dire que c'est limite ingérable. La plupart du temps, j'ai des carnets avec moi. Tiens d'ailleurs, non, je pense qu'ils sont là. Les petits carnets. C'est sympa en fait. Celui-là, ce sont les parents d'un élève qui me l'ont offert. Et il est déjà bien plein. Donc tout ce qu'il y a dedans, là jusqu'à là, ce ne sont que des synopsis de romans que j'ai en tête. Et celui-ci, il est vraiment très très particulier parce que c'est mon premier carnet, celui qu'on m'a offert quand j'étais libraire il y a quelques années. Maintenant, ça date d'il y a presque 10 ans. D'ailleurs, il est tout amoché parce que j'ai monté une fois qui a coulé dessus. Sympa. Et bah oui, les auteurs boivent beaucoup de thé. Et celui-ci, on l'a offert alors que je faisais ma licence de librairie. Et c'est Jonathan, mon maître de stage, qui me l'a donné pour m'encourager à écrire des livres. Hein, ce qui est plutôt sympa. Et il est à moitié plein. Et étonnamment, alors si vous regardez, vous avez le synopsis de Je double, qui s'appelait La morte sans visage au départ. Le titre a été changé. Vous avez... C'est marrant, hein, mais... Juste à la suite, il y a le synopsis d'Angela. Et il faut vraiment savoir que autant Je double est paru, je crois, 2 ans après le tome 1 d'Angela, mais je l'écris bien avant. La preuve est là. Et donc, ce petit synopsis, je l'ai rédigé il y a quelques années, après avoir vu justement ce corbeau dans le ciel. Je l'ai rédigé dans une cabine de photomaton avant d'aller travailler à la FNAC, parce que j'étais libraire à cette époque. Donc, ce qui me permet justement de m'en sortir, c'est ces petits carnets. Dès que j'ai une idée en tête, je la note sur mon carnet, et puis voilà, après...
tout vient de l'inspiration. Ben, je sais pas, peut-être qu'un jour j'aurai plus envie de reprendre une romance qui est écrite là-dedans, dans, dans un de ses carnets, ou alors un polar, ou voilà. Tout dépendra de l'envie du moment. En tout cas, les idées ne manquent pas et elles sont toutes bien répertoriées, même si c'est pas toujours évident de gérer tous ces synopsis dans ma tête. Alors, il y a Barbara qui me demande comment fais-tu pour changer d'univers d'écriture aussi facilement. Alors, je sais pas si c'est facile, mais en tout cas, je passe d'un univers à l'autre la plupart du temps parce que je ressens le besoin de faire une cassure. Par exemple, quand j'étais en train d'écrire Résilience, à un moment donné, j'ai eu besoin de faire une pause parce que l'écriture était trop dure et me faisait du mal. Donc, à mi-chemin, j'ai mis Résilience de côté et je suis passée au tome 1 d'Angela, donc pour la réécriture. Et je veux dire que c'est vrai que c'était presque facile de se plonger dans Angela parce que ça m'a fait du bien de passer à quelque chose de plus doux, de plus agréable. C'est vraiment... J'aime changer d'univers parce que ça m'apporte toujours une richesse en plus, comme de passer de Angela à Je double à l'époque, parce que j'avais besoin de faire quelque chose de plus adulte. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, ça me permet de respirer et aussi d'enrichir mon travail. Alors, il y a Vérolise qui me demande... Alors, tu as l'air très active. As-tu un travail à gérer en plus de l'écriture ? Eh oui, en plus de l'écriture, le travail que je gère, c'est que je suis professeure à domicile. Donc, je donne des cours de littérature et je m'occupe principalement d'élèves qui sont en troisième et au lycée. Je les prépare pour le brevet des collèges et pour le baccalauréat. Ça me permet surtout d'avoir du temps pour moi, du temps pour écrire. Et c'est pour ça que j'ai des petits créneaux qui sont sympathiques. Je commence la plupart du temps mes journées assez tard, hein, vers 16h pour finir à 20h. Mais au moins j'ai des matinées complètes où je peux écrire et puis aussi discuter avec les lecteurs et m'occuper de la communication pour mes romans. On passe aux questions concernant la saga Angela. Barbara me demande pourquoi plusieurs éditions d'Angela. Eh bien déjà, il y a eu une toute première édition en 2011. C'était Angela, la mort est ma raison d'être. Donc cette édition, elle était publiée chez Oxylivre, pardon. Alors c'est une association qui aide les jeunes auteurs à s'auto-éditer. Étant donné qu'à l'époque j'avais du mal à trouver un éditeur, je ne savais pas trop vers qui aller, je ne connaissais pas les démarches à faire, je suis passée par l'auto-édition et j'ai commencé à faire des salons. Et par la suite, j'ai eu la chance justement de me faire découvrir par certaines personnes, dont Sophie Jomain qui a pu lire Angela et qui m'a soutenue afin que je sois publiée chez Rebelle. Donc ceci explique la publication chez Rebelle en septembre 2012. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre septembre 2012 et septembre 2016, eh bien, mon écriture a évolué et la saga a aussi évolué. C'est-à-dire qu'entre le tome 1 et le tome 5, il y a un grand écart dans mon style et puis je dois avouer que je me suis très vite rendu compte que le tome 1 présentait quelques maladresses je pense à peut-être un manque de maturité au moment où je l'ai écrit et j'avais besoin de retravailler le tome 1 et mon éditrice Astrid Lafleur a eu justement la gentillesse de me soutenir et de me dire que de toute façon comme le tome 1 était en rupture, eh bien c'était le moment de le changer et nous avons décidé ensemble
qu'il fallait, en plus de changer le texte, changer la couverture et faire peau neuve. Ce qui est d'autant plus intéressant parce que je trouve que la nouvelle couverture réalisée par Karen correspond encore plus à l'univers d'Angela. Alors, il y a aussi Valentine, encore une fois, qui me demande... alors, une question concernant Angela, elle me dit... Je voulais aussi savoir, c'est une question un peu bizarre, combien de mots faisait Angela Mortel Secret, nouvelle édition? Eh bien, Valentine, la nouvelle version fait 106 907 mots. À savoir que par rapport à l'ancienne édition, j'ai pas le nombre de mots en tête, mais il y a 100 pages en plus et 9 chapitres supplémentaires. Donc, il y a vraiment eu des ajouts et... ceux qui ont lu l'ancienne version seront assez surpris de voir les changements qui ont été effectués, notamment par rapport à la relation entre Angela et Isaac, et certaines situations qui sont un petit peu plus oppressantes, notamment avec les faucheurs. Les dernières questions, donc il y en a 5 qui ont été posées par la même personne. Alors c'est Julie qui s'est lâchée sur Résilience et qui me demande comment as-tu eu l'idée d'écrire ce roman? C'est assez complexe. Pour Résilience, il y a un peu plus d'1 an de ça, même plus. Disons que je fais des têtes pas possibles quand je réfléchis. Il y a un peu plus d'1 an de ça, Astrid m'a demandé si je pouvais écrire un nouveau roman noir ou un polar. Parce que le jeu double marchait plutôt bien et puis beaucoup de gens attendaient un nouveau titre dans le même genre. Donc j'ai accepté de lui écrire un nouveau polar. Et j'avais dans l'idée de faire quelque chose sur le thème du parricide. Le but était de parler de la figure du monstre et de faire en sorte que le meurtrier au départ devienne une victime. Donc, pour moi, c'était surtout un intérêt littéraire, je voulais faire quelque chose d'assez original. Sauf que, eh bien, à partir du moment où j'ai commencé à rédiger le premier chapitre, je me suis retrouvée face à Vincent, enfant. Donc Vincent, le personnage de Résilience. Et je me suis vite rendu compte que je n'étais pas en train d'écrire un polar, peut-être même pas un roman noir. J'étais en train d'écrire un drame, un roman psychologique qui traitait de la maltraitance infantile. Et une fois que je suis rentrée dans cet engrenage, je me suis totalement engluée dedans. J'avais ce petit garçon à côté de moi pendant... presque 2 ans, le temps qu'il m'a fallu pour vraiment mettre à plat l'histoire de Résilience. Et bien, depuis, l'histoire ne me quitte plus du tout. On me demande justement combien de temps je l'ai écrit. Je dirais que j'ai eu cette idée en tête pendant presque 2 ans. J'ai écrit le prologue il y a un moment maintenant, et j'ai dû l'écrire en 2 temps. On va dire il me semble que j'avais écrit 50 pages en environ 3-4 mois. Et ce sont les 50 premières pages du roman où il y a des passages assez durs, assez noirs. Et ça me faisait tellement du mal de les écrire que j'ai fait une pause parce que je savais que l'histoire allait crescendo et qu'au fur et à mesure on allait découvrir d'autres choses sur la vie de Vincent, et comme je m'attachais trop au personnage et que ça me faisait trop du mal d'être avec lui, j'ai mis le livre de côté, j'ai repris Angela et après j'ai recommencé à écrire Résilience, et donc je l'ai repris cet été et j'ai écrit les 50 dernières pages en un mois. C'est vraiment sorti d'une traite et il fallait que ça sorte avant que ça me fasse encore plus de mal. Alors, on me demande du coup comment se passait la cohabitation avec Vincent dans ton quotidien et quel était le temps d'écriture. La cohabitation avec Vincent était... en fait, il était omniprésent. Il m'arrivait même d'appeler mon chéri Vincent, ou de demander tiens, Vincent vient à la maison aujourd'hui, ou ce genre de choses. C'était très 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 bizarre. Enfin, j'avais vraiment cette impression que Vincent existait et qu'il était constamment avec moi. Donc cette cohabitation, elle a été permanente.
il m'arrivait souvent d'être en larmes et heureusement, mon homme était là pour me prendre dans ses bras et me pousser à continuer parce que il voyait, il sentait que j'étais en train d'écrire quelque chose d'important. Par rapport au temps d'écriture, la plupart du temps, je peux rester 5-6 heures d'affilée devant mon ordinateur, voilà, sans être perturbée. Donc voilà, ça varie entre 6 heures par jour. 6 heures à même parfois 8 heures par jour. Pourquoi ces sujets, la maltraitance infantile, l'homophobie, le racisme et l'injustice, te tenaient autant à cœur, au point d'en faire un roman? Eh bien, ce sont des sujets qui me tiennent à cœur parce que ce sont des sujets qui me touchent, tout simplement. La maltraitance infantile, je ne comprenais pas pourquoi je devais en parler. C'est quelque chose qui me fait vraiment mal parce que je crois qu'en tant que femme, on se sent toutes un peu maman. Et parler de ça, eh bien, c'est déjà faire souffrir notre côté maternel. Mais voilà, avec du recul, je me suis rendu compte que j'avais vu des choses étant enfant dans dans d'autres familles que la mienne, hein, chez des amis, des copains. J'ai connu une famille quand j'étais gamine, un copain de classe qui était battu par son père et c'était terrifiant. Et pourtant, il n'y avait rien qui pouvait être fait. Je me souviens qu'il y avait eu des plaintes. La maman, dans ce cas-là, n'était pas indifférente au sort de ses enfants. Et pourtant, ça faisait une boucle. Et il y a une telle injustice, en fait, en France, à ne pas... mais pas aider ces gens et à laisser ces bourreaux continuer à faire du mal à leurs enfants, c'est terrible. Et voilà, je crois que c'est quelque chose que j'avais enfui en moi depuis des années et il fallait que ça sorte. C'était pas prévu que ça sortirait comme ça, je voulais pas particulièrement en parler, mais voilà. Concernant l'homophobie, c'est pareil, c'est quelque chose qui me répugne totalement et actuellement, voilà, j'ai énormément d'amis qui sont homo et qui me racontent des choses terribles par rapport à leurs proches, le fait qu'ils ont été rejetés par leur famille parce qu'ils sont juste homo, quoi. Je comprends pas, ils sont comme tout le monde et je voulais vraiment qu'on puisse comprendre que l'homosexualité c'est quelque chose de tout à fait normal et que y a aucune honte à être gay, il y a aucune honte à avoir des amis gays, il y a aucune honte à aimer quelqu'un du même sexe. Enfin, c'est quelque chose que je trouve aberrant et voilà, je voulais pouvoir donner la parole aux personnes qui justement souffrent de ça. Et puis quand on parle d'homophobie, on peut aussi parler de racisme, et là c'est pareil, c'est un sujet que je trouve très fort, et moi j'ai été éduquée dans une famille où mes parents étaient... c'est même pas qu'ils étaient ouverts, ils étaient normaux. On va dire que c'est normal d'aimer son prochain et d'aimer la différence. Je vois pas qu'est-ce qui fait peur dans le fait qu'une personne n'ait pas la même religion que nous, n'ait pas les mêmes croyances, qu'elle ne mange pas de la même façon que nous, qu'elle ne parle pas la même langue que nous. Enfin, voilà, chez moi, j'ai eu... Enfin, dans ma famille, on avait des gens de tout horizon qui venaient, qui entraient, et j'adorais ça. Hein. Étant enfant, on avait des partages avec des personnes qui venaient de Madagascar, ou des Thaïlandais, des Cambodgiens, Mais voilà, pour moi, c'est totalement ridicule de rejeter l'autre, et il me semblait évident que... un jour ou l'autre, j'allais parler de ça dans un de mes romans, et je voulais vraiment écrire quelque chose de fort, de dur, hein, qui montre cette réalité. On vit quand même dans un monde où il y a beaucoup d'intolérance, et le message est justement que on devrait s'ouvrir à l'autre et l'accepter tel qu'il est. Donc voilà pourquoi j'écris Résilience. Et la dernière question qui me touche particulièrement, donc toujours de Julie. Si tu croisais Vincent, que lui dirais-tu? Bon,
je vais la reformuler. Déjà, que lui ferais-tu? Je pense que la première des choses, c'est je le prendrais dans mes bras et je lui dirais que je l'aime. Voilà. Et je suis déjà bouleversée rien que de le dire. Donc voilà, je crois que le plus important est dit. Je lui dirais que je l'aime, qu'il est aimé et que il doit déjà apprendre à s'aimer avant d'aller vers les autres. Je crois que c'est la clé de ce roman parce que la résilience, eh bien, c'est la capacité à rebondir et on ne rebondit que à partir du moment où on est capable de s'accepter et de s'aimer. Et je crois que pour Vincent, le plus important, c'est qu'il s'aime déjà en tant qu'homme, en tant qu'être humain, qu'il accepte son corps, qu'il accepte sa maladie, qu'il ne la voit pas comme une faiblesse, qu'il accepte son homosexualité, qu'il accepte l'amour des autres. Voilà. Donc j'espère que cette petite interview vous a plu. Elle est un peu longue, certes. Donc si l'envie vous reprend, eh bien, on pourra refaire ce même exercice. D'ici là, moi, je vous fais à tous de gros bisous. Et puis, eh bien, à la prochaine alors pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Ciao!